Intégral Placement, idée de placement. On vous aide, oui, à diversifier vos placements chaque semaine. Pourquoi pas, tiens, en investissant dans le vin. Oui, le vin peut constituer un placement juteux, on va dire. On va en parler tout de suite avec Angélique Delanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. La directrice générale déléguée d'Idealwine.com. Vous êtes en train, Angélique, de dresser le bilan de l'année 2016 sur les ventes aux enchères de grands vins. On peut dire que cette année 2016 aura été une année faste pour les grandes enchères? Oui, une très belle année. Ce que les indices ne reflètent pas d'ailleurs forcément de façon aussi importante, puisque l'indice 20, le Windex 100, a progressé l'année dernière de un peu plus de 7%. C'est pas si mal. C'est pas mal. C'est plus que le CAC 40, effectivement, qui lui était un petit peu au-dessus de 4%. Mais c'est une année au cours de laquelle les échanges ont été très nourris. Sur la plateforme d'Idealwine, ils ont progressé de 24%. Dans toutes les régions, on a enregistré de belles enchères. Et c'est donc le signe que c'est vraiment un marché qui offre une belle liquidité. On parle ici de placement ou d'investissement, et donc une très belle liquidité, notamment pour la partie revente de vin. Une chose qui est frappante, c'est que c'est la vallée du Rhône qui a tiré la performance cette année, et non pas les deux régions plus traditionnelles que l'on voit de façon plus abondante dans les ventes aux enchères, que sont le Bordeaux et la Bourgogne. La vallée du Rhône a progressé d'un peu plus de 11%, 11,5% sur l'année. Pas mal. La vallée du Rhône au firmament, donc sur 2016. Et d'ailleurs, c'est de la vallée du Rhône qu'est issu le vin le plus cher vendu l'an dernier aux enchères. Oui, tout à fait. Il s'agit d'un Hermitage La Chapelle 1961 qui a été adjugé au mois de mai pour un peu plus de 13 000 euros, 13 320 euros exactement, soit une hausse de prix de 60% par rapport à sa précédente adjudication. On avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais cette bouteille est restée invaincue tout au long de l'année, et notamment face au Romanée Conti qui elles franchissent régulièrement le seuil des 10 000 euros, mais c'est vraiment le Rhône là qui l'a emporté cette fois-ci. Plus 60% donc pour un Hermitage La Chapelle à plus de 13 000 euros l'an dernier, la meilleure vente aux enchères de l'année. Donc l'an dernier, la vallée du Rhône au firmament, les Bourgognes qui se portent bien également. Est-ce que ces résultats signent finalement la fin de la prééminence des Bordeaux? C'est une question que peuvent se poser aussi les investisseurs qui doivent choisir Bourgogne, Bordeaux, vallée du Rhône, Val-de-Loire. Est-ce que les Bordeaux là sont vraiment en train de perdre leur prééminence? Alors, de façon plus positive, je trouve que ça signe surtout l'intérêt croissant des amateurs pour des vins issus d'une gamme de régions qui s'élargit de mois en mois. Donc ça, c'est vraiment un point très intéressant. Pour ce qui est de Bordeaux, et si on veut surtout parler de volume et donc de liquidité, Bordeaux garde quand même vraiment la prééminence. Et d'ailleurs, on a même pu constater l'année dernière sur la part qu'occupe cette région dans les enchères, en valeur, elle s'est accrue par rapport à 2015, et elle atteint quand même 57% des vins échangés. Donc non, je pense que vraiment dans un fond de cave, un fond de portefeuille, Bordeaux garde vraiment toute sa légitimité. Le vin peut donc être aussi un objet d'investissement. Il y a une grosse rumeur là en ce moment dans la vallée de la Loire, Angélique. Alors on voulait vous interroger là-dessus. La vente d'un domaine phare, le Clos Rougeard, à Martin Bouygues. D'abord, est-ce que vous avez des informations? Qu'en est-il vraiment? Et si c'est avéré, qu'est-ce que ça signifierait là, une telle acquisition par Martin Bouygues? Alors effectivement, c'est pas encore concrétisé. La rumeur s'est répandue, et elle a fait l'effet d'un coup de tonnerre évidemment dans le milieu des amateurs. Oui. Le Clos Rougeard, on a eu l'occasion d'en parler régulièrement ici. C'est vraiment, on est en Saumur-Champigny, c'est ça? À Saumur-Champigny, absolument. C'est vraiment un domaine aujourd'hui qui braque les projecteurs du monde entier sur ces vins. Il n'est pas étonnant d'ailleurs du fait que le monde entier s'y intéresse que finalement ce domaine finisse par constituer une cible. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que va acheter l'acquéreur. Alors, bien sûr, un terroir, même si il y a celui du Clos Rougeard qui est exceptionnel. Il y a beaucoup de terroirs formidables en vallée de la Loire. Il va acheter un savoir-faire. Ça pose la question de qui va faire le vin demain, comment va se passer la transmission à ce niveau-là. Quid des stocks également. Et de toutes les réponses, des réponses à toutes ces questions va dépendre l'image que va continuer à véhiculer le domaine auprès des amateurs du monde entier. Donc il y a beaucoup de questions aujourd'hui, alors même que la transaction n'est pas avérée. C'est ça, quand un domaine, encore plus quand il est prestigieux, change de propriétaire, il y a de nouvelles questions qui se posent, y compris pour l'image à long terme de ce domaine. Que veut en faire le propriétaire, que ce soit Martin Bouygues pour le Clos Rougeard ou un autre d'ailleurs? Apparemment, bien sûr, la marque est très forte aujourd'hui,
Mais que va-t-elle devenir demain et que va devenir l'âme du domaine demain? Du coup, que doivent faire les investisseurs face à ce domaine Clos Rougeard? Est-ce qu'il faut provisionner? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on doit faire quand un grand domaine change de propriétaire comme ça? Alors certains ont déjà commencé à le faire. On avait eu l'occasion de parler d'un prix record il y a quelques mois, je crois au mois de septembre. Un magnum de la cuvée de Saumur-Champigny, le Bourg 2011, s'était vendu 1320 €. Donc les amateurs n'ont pas attendu cette session. En fait, il y a quand même eu un gros changement à la tête du domaine avec la disparition de Charlie Foucault. Donc inévitablement, les amateurs ont envie d'avoir l'occasion de goûter des vins produits par ce vigneron fantastique. Et on en voit des acquisitions de grands domaines par de nouveaux acquéreurs. Par exemple, aussi le domaine Bonneau du Martret racheté par un Américain. On commence à avoir de premières conséquences également. Alors il y a deux points importants par rapport à cette transaction qui, elle est avérée. Ouais. C'est que c'est un acquéreur américain dont je ne voudrais pas écorcher le nom, mais qui est déjà propriétaire d'autres domaines aux États-Unis et notamment d'un vin très emblématique, Screaming Eagle, dont on voit rarement des bouteilles en France dans les ventes aux enchères, mais elles sont toujours invariablement échangées à plus de 1 000 € la bouteille. Donc c'est pas un béotien en matière de vin qui arrive sur ce domaine. Un autre point important, c'est que en fait, les vins de ce domaine sont vendus sur les marchés internationaux peut-être presque plus qu'en France, enfin beaucoup plus qu'en France. On les voit très rarement dans les ventes aux enchères françaises. Donc à aujourd'hui, l'impact va être relativement limité. Ce qui est peut-être dommage et ce qui va peut-être changer et ce qui est aussi un point commun avec le Clos Rougeard, c'est que le prix à la sortie du domaine était extrêmement raisonnable. Donc ça va peut-être changer. Bon, il nous reste 1 minute, Angélique. Il y a d'autres domaines en France, pour le coup, qui pourraient faire l'objet d'acquisitions, qui pourraient constituer de futures cibles pour les investisseurs? Alors, ce qu'il faut regarder, et d'ailleurs c'est un des points communs entre le Clos Rougeard et Bonneau du Martret, c'est que c'est un problème successoral qui est à l'origine de la revente de ces domaines, et les lois françaises en la matière font que la revente est pratiquement inévitable quand vous avez un certain nombre d'héritiers qui se partagent un domaine, quand il y a des dissensions. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le prix de la terre lui-même a explosé. En Bourgogne, si on prend pour parler de Bonneau du Martret, en Bourgogne, le prix moyen d'un grand cru dépasse les 11 millions €, et là je parle vraiment d'une moyenne. Donc inévitablement il va y avoir d'autres transactions. Si on regarde des domaines où la question successorale n'est pas réglée, où le viticulteur n'a pas de successeur vraiment désigné. On a eu récemment la disparition d'Henri Bonneau à Châteauneuf-du-Pape, donc forcément ça va poser question. Donc là il y a d'autres domaines qui sont dans ce cas, et plus généralement ceux qui font l'objet aujourd'hui d'une demande mondiale, tous ceux dont on parle régulièrement ici, finalement sont des cibles. Potentiels. Et les vins du Jura qui montent en puissance parmi ces cibles potentielles, là c'est vraiment le phénomène du moment. Par exemple, oui, certains d'entre eux ont été rachetés par des viticulteurs bourguignons. Pourquoi pas demain des investisseurs étrangers, effectivement. Voilà ce qui agite le monde du vin en ce moment pour les investisseurs, le vin objet de placement. Angélique Delanxin, la directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Merci Angélique. Merci à vous. À bientôt.